wee hours of the morning. Salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouveau test, celui de Monster Hunter Stories 3. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, il s'agit de la série spin-off de Monster Hunter, très RPGisée, avec des combats au tour par tour et un côté collectionneur de monstres appelé Monsty. Mais alors que la série compte déjà 2 épisodes, que vaut ce 3e épisode? Je t'en parle dans mon test, mais avant, si la vidéo te plaît, n'oublie pas le petit pouce, de la partager sur tes réseaux et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, sans plus attendre, partons ensemble à la chasse des Monsty. L'histoire du jeu vous plonge 200 ans après les événements de Stories 2. Alors soyez rassurés les amis, pas besoin d'avoir fait le 2 pour profiter de ce jeu. Malgré 1 ou 2 clins d'œil, vous n'aurez pas à vous soucier des événements passés. Donc voilà, 200 ans plus tard, alors que le monde est luxuriant, la naissance de 2 Rathalos dans le même œuf vient mettre à mal le monde et prédit un destin funeste. En parallèle de cette naissance, le monde souffre d'un dangereux et mystérieux mal, la cristallisation. Cette cristallisation s'en prend à la nature mais aussi aux monstres, qui les transforment en des créatures furieuses, soif de combat et de destruction. Bien sûr, cela n'est que le début d'un fil rouge qui vous tiendra en haleine, car oui, Capcom ici a fait ce qu'ils ne sont pas vraiment capables de faire sur la licence principale, une bonne histoire. Que ça soit dans son écriture, que ça soit dans sa réalisation, sa narration, le jeu vous propose une aventure de très bonne facture. La narration en tant que telle est bonne et sera vous guider au fur et à mesure sans voir arriver les cliffhangers à 10 km. Toutefois, certains joueurs et joueuses trouveront que l'histoire peut par moments manquer de rythme, enchaînant tantôt les phases d'avancement de l'histoire et tantôt des phases de farming de niveau de monstres pour pouvoir progresser dû à une difficulté pas toujours évidente. Oui, car soyez avertis les amis, le jeu enchaîne dans son histoire principale combat sur combat et très vite la montée de la difficulté. Si le jeu, certains le qualifient de Pokémon-like, il n'y en a que de la récupération de monstres en commun. Atteindre la fin du jeu se mérite, vous allez devoir monter de niveau et refaire assez régulièrement votre équipe de Monsty si vous voulez progresser. Si dans un Pokémon, il est quasi possible de faire les 3/4 du jeu avec un seul Pokémon, ici le système de combat vous oblige à quasi chaque combat changer à la volée de Monsty. Le jeu se sert aussi d'un système d'afflexion et de résistance, et le craft d'armure devient alors indispensable pour vous protéger des attaques ennemies, sous peine de voir votre personnage tomber avec une seule attaque. Si vous ne vous précipitez pas sur l'histoire principale et que vous prenez votre temps de comprendre les mécaniques, d'explorer les grottes, de récupérer les Monsty, de crafter les bonnes armes et armures et les quêtes secondaires, alors votre courbe de progression ira avec la courbe de difficulté du jeu. Si vous voulez rusher le jeu, vous arriverez bien vite à des combats infaisables. Considérez que dans la difficulté, il est obligatoire de farmer de up le niveau d'armes, d'armure de votre personnage, pas le choix car le jeu ne propose pas de mode facile. Ajoutez à cela une IA de votre partenaire, pas des plus intelligentes. Si dans la plupart des cas, celle-ci saura par exemple vous soigner, pour apprendre le type d'attaque de l'ennemi ou savoir quel endroit attaquer, là l'IA pêche. Vous pouvez régler un peu l'intelligence de celle-ci, mais rien de bien dingue. Vous pouvez par exemple juste dire concentre-toi sur le même ennemi ou sur la même partie du corps que moi, mais c'est pas dingue, l'IA ajoute aussi de la lourdeur dans la difficulté. J'ai parlé des quêtes annexes. Oui, le jeu propose du contenu annexe. Tout au long de votre aventure, vous aurez des quêtes annexes signalées par une bulle avec des petits points. La plupart des quêtes annexes seront soit de tuer des monstres, soit de ramener des matériaux que vous trouverez sur la map ou bien en tuant des monstres. Le jeu vous proposera aussi d'autres quêtes secondaires plus poussées par rapport à vos partenaires. Et ces quêtes sont là quand même, je dois dire, pas mal obligatoires à faire, car elles permettent d'augmenter la puissance des armes et de certaines attaques de vos partenaires, et de débloquer aussi des recettes comme la recette pour faire des pièges ou la recette de cuisine pouvant vous donner des bonus sur un temps donné.
Ces quêtes ne sont pas bien longues mais servent aussi à en apprendre plus sur le passé de vos partenaires par exemple, et sont signalées par un point d'exclamation jaune. Le jeu offre aussi un endgame, visant à combattre des monstres toujours plus puissants et à obtenir des armes et armures toujours plus badass. Et croyez-moi, il y a de quoi faire dans le endgame, pour vous garder des dizaines et dizaines d'heures de farm de combat, d'optimisation, des gemmes et tout ça. Petit aparté à présent sur la fonctionnalité écosystème. Le jeu propose de gérer les différents écosystèmes que vous croiserez. Certains monstres invasifs auront décimé certains monstres et il vous faudra repeupler les biomes avec les espèces disparues. Cela vous permettra de croiser plus souvent le monstre disparu, de faire apparaître des sous-espèces et de gagner des avantages de terrain. Je dois bien dire que pour l'histoire, cette partie reste assez anecdotique, mais pour la fin du jeu, cette partie est essentielle, car cela vous permettra de farmer certains monstres pour obtenir leurs armes et armures et les matériaux essentiels au craft. Bien sûr, il est conseillé de le faire au fur et à mesure de l'histoire, car cela permet de débloquer bien souvent de l'équipement de meilleur niveau et de meilleurs monstres. Donc au cours de votre aventure, ne négligez pas cet aspect qui n'est pas vraiment mis en avant avec l'histoire à part dans le prologue. En termes de durée de vie, les amis, vous êtes tranquille, le jeu vous prendra entre 40 et 60 heures pour venir à bout de l'histoire, mais bien le double pour faire la complétion et trouver le meilleur build du jeu. De ce côté-là, soyez rassurés, Capcom vous offre encore une fois un jeu avec une durée de vie conséquente. En termes de level design, Capcom reprend le même que dans Stories 2. Le jeu est composé de grandes zones entrecoupées de petites zones plus couloirs. Souvent, les zones dites couloirs serviront à faire avancer l'histoire. Ce n'est pas un open world, mais de grandes zones, séparées par des temps de chargement assez courts. Pareil pour tout ce qui est des villages et des villes, celles-ci sont séparées du reste par un temps de chargement. Le level design joue aussi pas mal sur la verticalité grâce à vos monstres pouvant grimper les parois ou bien voler. Toutefois, on aurait bien aimé des zones encore plus grandes, plus vastes, car au final, faire le tour d'une zone ne vous prendra que quelques minutes. À présent, attardons-nous sur la direction artistique. Et je dois dire que le moteur du jeu CryEngine, le moteur de Resident Evil, fait des merveilles. Dans un style très manganifié, le jeu vous plonge dans une histoire très sombre avec des couleurs très saturées et je trouve que ça marche très bien. Pareil pour les biomes, Capcom a offert à chacun d'entre eux une identité très marquée, ce qui permet d'être à chaque fois déconnecté du biome d'avant et de sentir à chaque fois ce sentiment de renouveau dans l'exploration, que ça soit par la forêt, les marécages, les plaines, le désert, et j'en passe pour vous laisser la surprise, le jeu est un pur régal dans sa direction artistique. Parlons maintenant du roster des monstres. Jamais dans un Stories les monstres ont été aussi bien modélisés et si flamboyants. Capcom dans le chara-design des monstres s'est régalé et rien qu'à la vue des monstres au loin, les plus fans de la série sauront reconnaître de quel monstre il s'agit. Le roster de monstres est aussi une des forces du jeu, celui-ci mélangeant toutes les générations des Monster Hunter et se montre beaucoup plus varié en termes de monstres différents. Vous aurez 84 monstres à récupérer mais beaucoup plus à affronter. Et les sous-versions sont aussi de partie, ainsi que des variantes cristallisées, sans oublier que cet opus compte aussi des dragons anciens. De quoi plaire aux joueurs et aux joueuses de Monster Hunter, la volonté de Capcom est claire, attirer les fans de la série sur son spin-off. Maintenant, attardons-nous sur la technique. Il est difficile de se dire que Capcom a réussi à faire des merveilles avec la version de Resident Evil Requiem sur Switch 2, mais pas ici. Le jeu est un peu moins soigné, souffre de quelques soucis comme par exemple quand vous allez sortir d'une zone, vous aurez toujours 1 ou 2 secondes où les textures vont se charger sous vos yeux et ce phénomène est beaucoup plus prononcé en version nomade. D'ailleurs, parlant résolution, en docké le jeu tourne en 1080p dynamique avec un framerate déverrouillé qui oscille entre 30 et 40 fps. Pour la version nomade, le jeu oscille entre 720p et le 900p avec un framerate autour de 30 fps et quelques baisses de celle-ci. Je dois dire que si certains jeux, le passage docké nomade ne se ressent pas trop, ici, dès que vous passerez en mode nomade, la différence est frappante. Car le jeu est beaucoup plus flou en nomade et il y a aussi une sorte de flou blanc sur le jeu. Le jeu présente aussi pas mal d'aliasing sur les armures et les armes par exemple, et celle-ci est très présente dans la version nomade. Pareil, le jeu souffre aussi d'un peu de scintillement et comme toujours sur la Switch 2, certaines textures sont baveuses. Toutefois, ces problèmes ne viendront pas gâcher votre aventure loin de là. Petit aparté sur la version PC.
Si le test est consacré à la version Switch 2, je me devais de faire un petit point sur la technique sur PC. Le jeu souffre à l'heure de la diffusion de mon test de problèmes de crash pouvant aller jusqu'à redémarrage du PC. Espérant que Capcom règle tout ça avec une mise à jour. Certains joueurs et joueuses auraient trouvé des alternatives, comme ne pas utiliser le DLSS ou bien encore caper le nombre d'images par seconde en dessous de 60 images. Reprenons notre test avec la partie animation. Capcom a vraiment fait un effort sur ce Monster Hunter, que ce soit les animations spéciales d'attaque, des monstres qui ont vraiment level up par rapport aux autres épisodes et qui sont très diversifiés selon le monstre qui le fait, aux cinématiques qui sont, on va se le dire, juste incroyables. Vous poserez souvent la manette pour suivre les cinématiques tant elles sont incroyables. On ressent par moments l'émotion qui se dégage de certains moments et l'intensité de certaines scènes épiques. Je ne peux que applaudir Capcom sur le côté animation du jeu, tant celle-ci est vraiment réussie. Capcom a aussi rajouté un mode théâtre, où vous pourrez regarder les scènes importantes du jeu accessibles depuis votre coffre. Parlons vite fait de la bande son, qui est juste très bonne, que ça soit dans les combats, l'exploration, les villes, les cinématiques, la musique s'accorde vraiment au moment et permet à bien des moments d'avoir des passages épiques dans le jeu, rendant presque certains petits combats de monstres totalement épiques. Nous voilà à présent à la partie gameplay, et il y a beaucoup de choses à dire les amis. Le jeu est basé sur le système pierre-feuille-ciseaux, ici remplacé par force, technique et vitesse. La force gagne contre la technique gagne contre la vitesse et bien sûr la vitesse gagne contre la force. Une trinité qu'il vous faudra exploiter à son maximum dans vos combats. Si l'ennemi fait une attaque force et que vous faites une attaque vitesse, un duel s'enclenchera. Ici la vitesse bat la force donc vous prendrez le dessus sur le monstre, qui verra son attaque annulée et vous lui ferez des dégâts. L'inverse est vrai aussi. Pour vous, si l'attaque ennemie est technique et que vous êtes vitesse, votre attaque sera annulée et vous subirez des dégâts. À cela, rajoutez des attaques spéciales qui se débloquent en remplissant une jauge d'amitié. Celle-ci se remplit avec les duels remportés ou des compétences spéciales. Et vous aurez une belle animation pour faire un max de dégâts. Je dois dire que je trouve le système de combat vraiment dynamique et met aussi une petite tension, car quand vous croiserez un nouveau monstre, il vous faudra deviner le type d'attaque qu'il fait, sachant que chaque monstre a minimum 2 phases de combat où il fait 2 types d'attaques différents, pouvant aller jusqu'à 3 phases pour certains gros boss. Rajoutez des attaques que l'on ne peut pas contrer par un duel, et vous voilà dans un système fun mais exigeant où chaque action peut avoir de bonnes comme de mauvaises répercussions. Vous êtes accompagné par un partenaire et son monstie, au choix parmi plusieurs partenaires dans le jeu. Pendant les combats, vous partagez 3 cœurs de vie avec votre monstie et vous-même. Si votre monstie tombe à 0, vous perdrez 1 cœur. Si vos 3 cœurs tombent à 0, cela signera la fin du combat. Le jeu vous donnera alors la possibilité de le retenter ou bien de vous remettre juste avant celui-ci pour les combats de boss pour vous permettre de changer votre équipement ou d'aller level up. Votre personnage peut s'équiper au choix de 3 armes parmi 5 armes. La gun-lance, la grande épée, le katana, l'arc ou la corne ou le marteau. Parmi ces 5 armes, certaines feront des dégâts de contondance, de tranchant ou de perçant, permettant de casser certaines parties des corps des monstres pour en récupérer des matériaux. Matériaux servant, comme je le disais au début de la vidéo, à craft armes et armures essentiellement pour vous battre. Car le jeu utilise aussi fortement le système de résistance et malus, les monstres faisant souvent des dégâts élémentaires comme feu, glace, électrique. Il ne vous faudra pas juste vous fier à la valeur de défense de l'armure par exemple. Une armure moins forte mais avec une protection par exemple à des dégâts de glace plus élevés pourrait mieux vous protéger qu'une armure avec une meilleure stat de défense mais avec un malus de glace par exemple. En plus, armes et armures viennent avec des compétences passives et actives appelées noyaux. Vous pourrez en ajouter au fur et à mesure de votre montée de niveau, armes et armures, et en avançant dans l'aventure, pour en débloquer des meilleurs. Le jeu dans ses mécaniques est un JRPG, toutefois il n'y a aucun arbre de compétences. Votre montée en puissance se passe principalement dans les armes et armures que vous crafterez et dans les monsties que vous récupérerez. Pour récupérer des monsties, rien de plus simple, vous croiserez énormément de tanières de monstres tout au long de votre périple dans les différents biomes.
Dans ces tanières, vous récupérez des œufs de monsties aléatoires. Capcom a amélioré ce système. Avant, vous ne pouviez pas savoir à quel monstie correspondait un œuf, même si vous aviez déjà récupéré l'œuf. Ici, à partir du moment où vous avez fait éclore un œuf, le nom du monstie sera spécifié si vous retombez dessus. Les œufs fonctionnent selon un système de rareté, allant avec différents types de tanières. La tanière normale, la tanière en or et la tanière en cristal. La rareté de la tanière va avec des monstres avec des compétences et des gènes de meilleure qualité, bien sûr. D'ailleurs, parlons de ce côté chronophage mais essentiel des gènes, qui, très vite dans le jeu, vous donneront accès à pouvoir modifier les gènes de votre monstre. En fait, le système peut paraître compliqué, mais au final très simple. Vous pourrez prendre un gène qui vous intéresse sur un monstre pour le mettre sur un autre monstre afin d'améliorer celui-ci. Le système se calque sur un carré composé de 9 gènes. Si vous faites une ligne de 3 gènes de la même catégorie, comme feu par exemple, votre monstre gagnera un bonus soit d'attaque, de crit, etc. Ce système vous sert aussi à ajouter une nouvelle attaque à vos monsties. Vous allez passer, je vous le dis, de nombreuses heures d'optimisation sur cet aspect. Le négliger viendrait à vous rajouter de la difficulté. Rajouter des compétences de terrain propres à chaque monstie comme le vol, la grimpette, la nage, et voilà ce que fait l'ensemble du système des monsties dans le jeu. Ouloulou les amis, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Monster Hunter Stories 3 est l'apogée de la série. Capcom a amélioré bien des aspects de celle-ci, une meilleure histoire, une meilleure narration, des animations et un roster de monstres conséquent, sans parler de son gameplay exigeant, mais dynamique dans ses combats, vous offriront des dizaines d'heures de jeu et de plaisir pour tous les joueurs et les joueuses aimant collectionner les monstres. Crafter et faire des bulles pétées à tout va. Toutefois, attention à la difficulté. Le jeu ne propose pas de mode de difficulté. Et si vous rushez trop le jeu, vous retrouverez bien vite coincé face à des boss qui, eux, ne vous feront aucun cadeau. Couplez ceci avec une IA de votre partenaire très perfectible, pourrez avoir raison de vous. Voilà qui conclut mon test sur Monster Hunter Stories 3. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre le petit pouce, à partager sur tes réseaux et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce Monster Hunter, si tu comptes le faire ou si tu es en plein dedans. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test. À l'attendant, prenez soin de vous et bon jeu à tous.